BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H avec, comme tous les lundis soirs, le rendez-vous du Cercle des économistes. Autour de la table, avec moi, Philippe Aghion, professeur au Collège de France et professeur aussi à London School of Economics, et pourtant je l'ai fait. Philippe Aghion, bonjour ou bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Puis on va rappeler, vous avez aussi enseigné 15 ans à Harvard. Et puis, en face de vous, André Gartapanis, qui est professeur à l'Institut d'études politiques Sciences Po Aix-en-Provence. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Edwige. Merci d'être venu ici. On va rappeler que vous êtes un spécialiste de la macroéconomie, de la globalisation et de la finance. Alors, on va parler évidemment de l'État stratège à l'occasion de la visite du président à Florange. On va reparler de l'alignement des planètes avec cette volatilité autour des prix du pétrole. Mais je ne résiste pas évidemment, et je me tourne vers vous, Philippe Aghion, à parler des programmes des candidats à la primaire. Si je vous pose la question, c'est qu'on va rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs que vous avez été un des inspirateurs, mais regardez pas comme ça, un des inspirateurs du programme de François Hollande, donc en 2007, en l'occurrence, en 2012, pardon. Est-ce que, quand vous regardez les programmes aujourd'hui, vous vous dites quoi? Est-ce qu'ils sont en train de renverser la table à droite? Oui, alors d'abord, j'avais participé à un groupe qui s'appelait La Rotonde, où on avait fait des propositions qui ont été très peu reprises par François Hollande et pratiquement pas appliquées, quoi. Donc donc ça c'est pour le 2012. Donc vous n'allez pas recommencer avec lui, c'est pour ça voilà. que vous dites. Donc là maintenant, je ne suis pas. Non, je pense qu'il faut tourner la page et qu'il faut se tourner vers et s'engager résolument dans des réformes. Oui, mais lorsque vous les avez observés, on les avait vus discuter. Demain, j'en profite pour vous rappeler que demain il y a Jean-François Copé qui passera son grand oral de l'économie. On a déjà eu Bruno Le Maire, on attend NKM, François Fillon, etc. Est-ce qu'ils vont assez loin? Est-ce qu'il y a quelque chose de révolutionnaire? Est-ce qu'ils cassent la table à baraque? Je sais pas, on oui, pas non, mais bien sûr, mais chacun son tour. Pas casser la table. Je pense que il y a. Disons plus globalement, je pense qu'il y a à droite et à gauche, centre-gauche, centre-droit, et à droite, donc disons une volonté de réformer. Voilà. Entre les candidats du centre et de la droite, il y a des programmes. On a souvent dit qu'ils étaient les mêmes. Je crois qu'il y a des nuances entre ces programmes. Je crois qu'il y a des programmes qui sont plus graduels, qui prennent davantage en compte l'économie politique de la réforme, qui prennent davantage en compte les contraintes européennes également, la crédibilité à l'égard de l'Europe, qui est très importante. En même temps, ça soit voilà. Et d'autres qui s'en affranchissent davantage. Voilà. Ouais. Et alors après, on peut juger à différentes zones les différences entre les uns et les autres, parce que la difficulté, c'est d'être crédible à l'égard du peuple français. On va proposer des choses qui sont faisables et crédibles et politiquement faisables, et en même temps, il faut un processus de réforme qui soit acceptable par Bruxelles, parce qu'il y a un coût des réformes, et ça nous fera peut-être dévier un petit peu des 3% au début, mais il faut que Bruxelles soit d'accord. Il voit que c'est pour faire des réformes, et du coup qu'il nous octroie cette, disons, flexibilité dans l'interprétation du traité de Maastricht pour pouvoir faire ces réformes. Donc je crois qu'il y a un double problème, d'une double crédibilité, à la fois à l'égard de l'Europe et à la fois à l'égard des Français qui seront engagés dans la réforme. Dernière question là-dessus, après je me tournerai vers vous, André Gartapanis. Oui. Vous êtes un grand spécialiste de la croissance qui se passe par l'innovation, etc. Comment on crée cette croissance pour que justement pouvoir conduire ces réformes structurelles? On voit bien que c'est ce qui a manqué, en tous les cas, à François Hollande pendant son quinquennat. C'est l'absence de croissance soutenable. Je crois que, si vous voulez, la croissance, on la crée d'abord disons, c'est une croissance par l'innovation chez nous. Donc, il faut stimuler l'innovation. Si on a une fiscalité qui décourage l'innovation, comme on l'a maintenant, qui surtaxe le capital, par exemple, et qui met dans le même sac. Vous avez essayé hier, en même temps, vous avez le crédit impôt recherche. Pardon? Vous avez le crédit impôt recherche. Oui, mais ça ne compense pas les énormes augmentations d'impôts et le fait qu'on traite de la même manière, disons, les rentes de l'innovation et les rentes foncières, par exemple. Il faut que ce soit un système fiscal intelligent qui distingue entre l'innovation et d'autres sources de revenus. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut une fiscalité qui marche. Pour faire une réforme fiscale, il faut une réforme de l'État. Donc on parle du millefeuille administratif. On a un certain nombre de fonctionnaires. Vous savez, les Suédois dans les années 90, ils ont fait une réforme fiscale et ils ont créé des agences. Il y a beaucoup de postes de fonctionnaires et le relais a été pris souvent par des agences. Nous, je pense qu'on doit s'engager dans une réflexion, dans une action semblable un peu au processus de réforme suédois. Et ils ont fait ça sans remettre en cause l'État social et voilà, ils
ils ont toujours l'éducation gratuite, la santé gratuite, mais ils ont réformé. Et on doit faire cette réforme-là, sinon l'innovation et la croissance va être... Et l'autre réforme importante, c'est le marché du travail, qui évidemment est très bloqué chez nous. Et là, il y avait... Moi, j'étais dans la commission Attali, il y avait une belle idée dans la commission Attali, c'était le contrat d'évolution. C'est-à-dire que tout individu, qu'il soit ou non employé par une entreprise, est sous contrat avec l'État ou avec l'entreprise. Et c'était, disons, la flexi-sécurité à la française. Et là, je crois qu'il y a une grande réforme à faire, également. Oui, c'est un peu le CPA, non ? Oui, mais enfin, le CPA, c'est une ligne. Vous comprenez, vous voyez, je veux dire, c'est tout un concept, si vous voulez, c'est tout un système. André Cartapanis, vous avez regardé un peu les programmes des candidats. Surtout, c'est que on voit bien, ça sera plus facile, entre guillemets, d'enfin enclencher ces réformes structurelles si on se trouve dans une conjoncture porteuse. Or, on voit qu'il y a quand même pas mal de nuages. On parle beaucoup de l'alignement des planètes. Là, ils sont en train un peu de se décaler. Notamment, il y a les prix du pétrole, il y a les taux d'intérêt qui vont remonter ou pas. On verra la décision, évidemment, de la Banque centrale et de la Fed. On est dans un moment, 2017, qui commence à devenir un tout petit peu plus tendu en termes de croissance. Ce qui m'a frappé pendant le premier débat, là, dans le cadre de la primaire du centre et de la droite française, c'est justement la sous-estimation très nette de ce que sont les contraintes qui aujourd'hui se posent à l'ensemble des économies industrielles. On voit que la croissance telle qu'on la prévoit, on prend les prévisions du Fonds monétaire, a été réajustée à la baisse, surtout parmi les pays développés. On voit également que du point de vue de ce que sont les incertitudes financières, le désendettement n'a pas du tout été mené à terme, notamment au sein de l'économie européenne. On a de la volatilité sur les prix des matières premières et en particulier sur le prix du pétrole. Et puis la relance du mode de pilotage de l'économie européenne reste pour l'instant en agenda. Et ce qui est frappant, c'est que ces divers thèmes n'ont même pas été évoqués à l'occasion de cette première discussion. Donc il me semble qu'il y a aujourd'hui, peut-être pas de l'angélisme, mais un certain souci de ne pas évoquer véritablement ces contraintes qui vont peser très lourdement sur les décisions qui pourront être prises si la droite arrive au pouvoir. Surtout, c'est que certains, et Philippe Aghion l'a souligné aussi, mais il y en a beaucoup parmi ces candidats à droite, on discute surtout de la droite en ce moment, s'émancipent justement des critères de Maastricht et de ce fameux seuil 3% en disant c'est normal, on a besoin de ça pour pouvoir... Les taux d'intérêt sont très bas et donc ça nous permettra éventuellement de faire des réformes structurelles. Donc on s'assoit un peu sur les contraintes européennes. C'est très paradoxal dans la mesure où pas mal de mises en cause de la mandature Hollande ont porté sur la lenteur avec laquelle la proximité vers les fameux 3% a pu être observée. Clairement, il semble qu'à droite aujourd'hui, on se refuse à continuer à appliquer cette règle de 3% qui d'ailleurs en période de ralentissement de la croissance peut tout à fait être mise en cause, mais c'est assez paradoxal effectivement. Et je crois qu'il y a quand même une nuance parmi les candidats, je ne vais pas nommer un tel et un tel, je crois que certains disent on s'écarte simplement pour faire de la relance, vous voyez ce que je veux dire? Je baisse les impôts de 10%, l'impôt sur le revenu, avec pas l'ombre d'un début de réforme structurelle. Et d'autres candidats disent non, il y aura des réformes structurelles. Vous visez Nicolas Sarkozy, non? C'est plutôt ça, oui. Voilà, bon, chacun reconnaîtra. Mais il y a d'autres candidats qui disent non, il se peut qu'on soit amené à s'écarter, disons, que on s'écartera pas du critère, mais on va devoir mettre en œuvre des réformes structurelles. Ces réformes structurelles vont nous obliger, on va discuter avec Bruxelles, mais il se trouve que du côté de Bruxelles, il y a une volonté, si la France met en œuvre des réformes structurelles, dans l'application du critère, c'est pas qu'on ne s'écarte pas du critère, mais dans la mise en œuvre du critère, on prend en compte le fait que vous mettez en œuvre une réforme structurelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très différent comme discours. Mais il y a des candidats qui disent, moi, avant même de parler de réforme structurelle, je baisse les impôts, et voilà. Donc là, il y a là des nuances entre candidats. Certains prennent en compte les contraintes et l'Europe, et d'autres ne le font pas. Et donc je crois que voilà. Et je crois que c'est une nuance importante. Il y a une autre. Moi, j'avais trouvé ça intéressant. Du reste, ça avait beaucoup d'écho sur les réseaux sociaux. Je recevais Gaspard Koenig. Vous savez qui est un des grands libéraux français, enfin jeunes, avec son think tank, et puis qui disait, mais à la limite, il faut la dette française. C'est pas à nous, la nouvelle génération, de payer les erreurs qui ont été faites par les anciens, entre guillemets, par nos aînés. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on fasse, en Europe, on fasse une grande croix, un write-off de la dette, notamment la dette française, André Cartapanis? N'importe comment, la dette nette. Il y a une question, quand même. Mais quand on regarde la dette, on ne prend en compte que ce que l'État doit.
Mais on oublie également ce qui a été affecté grâce à cet endettement. Et donc, quand on dit un Français né avec un certain nombre donc de millions d'endettements, mais on ne comptabilise pas le patrimoine, y compris le patrimoine public. Donc là, je suis un petit peu méfiant. Non, moi, il me semble, et ça a été bien dit par Philippe à l'instant, il y a un problème de discours de la méthode. Du point de vue de la façon dont des évolutions pourraient être introduites, il y a une perception de la part de beaucoup de Français selon laquelle finalement on est dans un jeu perdant-perdant. Et donc lorsque l'on évoque des changements, ils y sont favorables, mais dès qu'ils se sentent concernés personnellement, il y a une vraie réticence, et souvent relayée par la société civile, par le patronat, par les syndicats. Et ce qui est très important, gauche ou droite, peu importe, c'est d'arriver à parvenir à mettre en œuvre une méthode qui permettent à chacun de comprendre qu'il va y avoir des gagnants de tous les côtés. Et aujourd'hui, la conviction n'est pas du tout du côté de la population de voir se dessiner ce type d'orientation. Je voulais renforcer ce que vous disais, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas juste des mesures les réformes. Vous voyez, je veux dire, tout le monde sait on sait ce qu'il faut faire. Il faut une réforme de l'État, une réforme fiscale et une réforme du marché du travail. On le sait depuis longtemps. Oui, mais c'était dans la commission Attali. On le sait. Il y a eu des rapports qu'a eu Kramars et plein d'autres. Mais si vous voulez, c'est surtout la méthode. Alors il y a l'idée de dire ce qu'on n'a pas essayé, c'est d'annoncer à l'avance les réformes qu'on fait. Ça c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut également accompagner les gens dans la réforme. Il y a des perdants à court terme, il faut dire je vais vous compenser, en tout cas vous aider à faire la transition. Ensuite, je crois beaucoup aux transpartisans. Ça ne veut pas dire forcément des gouvernements de coalition, mais je pense que la commission Attali, elle était transpartisane. La commission du grand emprunt était transpartisane. Je pense que si vous voulez, il y a des réformistes à gauche et à droite, et il faut qu'ils travaillent d'une manière ou d'une autre ensemble. Et je pense que si vous voulez, ça c'est des choses, toutes ces choses aucune n'ont été essayées. Et au moins il faut donner leur chance d'essayer ces trois choses-là. C'est l'ingénierie de la réforme. C'est pas juste les réformes, c'est l'ingénierie de la réforme. Méthode, vous le disiez, André Catrapani, c'est vraiment le point clé, le point essentiel. Prenez le cas de la formation. On est tous d'accord pour dire que le système de formation professionnelle fonctionne très très mal. Tout le monde le dit, à gauche, à droite, peu importe. Il n'y a pas eu de changement, ni à l'époque de Sarkozy, ni pendant la mandature de Hollande. Et les candidats en parlent, mais pas sous l'angle de la méthode, parce qu'il y a des enjeux en fait qui sont des enjeux un petit peu politiciens. Les syndicats, le patronat ont beaucoup à gagner finalement au statu quo. Et en même temps, on sait tous que là, il y a une énorme déficience. Oui et non, on voit bien que la relation se tend énormément avec le patronat, qui justement a envie de dire maintenant, laissez-nous faire. Oui, mais enfin là, il est conservatif. Parce que, par exemple, sur la formation professionnelle, on sait il y a les fameuses OPCA, et on sait que l'argent de la formation professionnelle est géré par ces OPCA, et ça, essentiellement, ça finance les syndicats. Donc il faut résoudre le problème du financement des syndicats. Pour pouvoir faire une réaction. Très très rapidement, Emmanuel Macron, vous arrêtez pas de citer la commission Attali. Vous en pensez quoi? Il y a un candidat potentiel. Vous avez quand même eu cette phrase extrêmement dure par rapport à votre ex-poulain, Philippe Aghion. François Hollande a manqué son rendez-vous avec l'histoire. Bon, crac. Oui, absolument. Emmanuel Macron, est-ce qu'il a un rendez-vous avec l'histoire ou pas? Bon, je sais pas, moi je n'ai pas, je suis économiste et je ne suis pas en politique, mais disons que je pense que c'est un talent. Je pense qu'il a compris un certain nombre de choses. Je crois qu'il a vu les limites de la démarche de Hollande. Moi, je sais qu'à chaque fois, il essayait de pousser dans la bonne direction, qu'il n'y arrivait pas. Et c'était donc, si vous voulez, il est un talent au centre gauche qui veut réformer. Maintenant, il y a aussi des gens au centre droit qui veulent également réformer, de la nouvelle génération. Et je pense que tous ces talents, c'est une richesse pour la France de les avoir. Il y en a des deux côtés, si vous voulez. Et certainement, Emmanuel Macron est quelqu'un qui a une vision progressiste en termes de réforme. Mais il y a d'autres personnes également. Et voilà. Et moi, je crois que c'est une richesse pour nous. Juste très rapidement, parce que le temps passe très vite, on a encore beaucoup de sujets à évoquer. André Catrapani, puisque vous êtes un spécialiste de la mondialisation, parlez de méthode. Est-ce que justement la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien expliqué, enfin peu expliqué aux Français, si ce n'est que l'Europe, la mondialisation, était responsable de tous leurs maux. Comment faire pour faire un peu de pédagogie et leur démontrer qu'il y a quand même des côtés positifs à cette mondialisation. Là, on est plutôt sur un repli sur soi, sur le Made in France. Il faut qu'il y ait des politiques qui accompagnent les perdants. C'est un processus qui, à l'évidence, se caractérise par des gagnants et des perdants. Or, jusqu'à présent, ce discours n'a pas été tenu de façon aussi claire. Et donc, c'est là que le déblocage peut intervenir du point de vue de la mise en œuvre. Et c'est aussi de nature à rendre confiance. Parce que, on sait bien que la population n'a pas confiance dans les politiques aujourd'hui. Et donc... et sur ce point-là, je ne veux pas gâter autant, mais sur ce point-là, disons que les pays nordiques ou les pays rhénans ont quand même compris des choses. D'abord, il faut un socle d'éducation.
La mondialisation, qui a voté pour le Brexit, c'est les gens pas éduqués, qui ont vraiment pris de point fouet. Qui votent pour Trump, c'est les gens qui ont un niveau d'éducation. Donc il faut vraiment un socle d'éducation. Et ensuite, il faut un système de flexi-sécurité où quand vous perdez votre emploi, vous conservez votre salaire, mais vous avez une bonne formation professionnelle et on vous aide à trouver un nouvel emploi et vous rebondissez d'un emploi à un autre. Mais c'est ce que parce que vous avez eu ce socle éducatif. Si vous n'avez pas ces éléments-là, vous n'arriverez pas. Les gens vont souffrir de la mondialisation et vous aurez les gens contre vous. Qui accompagnent les perdants. Vous avez raison, c'est ce que vous dites sur la dégressivité. Voilà, exactement. Chômage. Il nous reste encore quelques minutes. Il y a un point très important, surtout, je le disais, il y a cette visite de François Hollande qui voulait montrer qu'il avait tenu ses promesses à Florange. C'est l'État dit stratège. C'est quelque chose qui veut dire quelque chose. Est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose quand on voit le dossier Alstom? Est-ce qu'il faut que l'État reste un État stratège? Je ne sais pas qui répond le premier. André Cartapanis. Il y a depuis une vingtaine d'années une sorte d'abandon de ce qu'on a pu appeler à une époque les politiques industrielles. Oui. Ça a été impulsé par Bruxelles. Mais c'est peut-être dépassé aujourd'hui avec les nouvelles technologies, l'Europe, la mondialisation. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de choix structurants dans le long terme. Pour lesquels l'État ne peut pas être absent. Il y a également la question de l'aménagement du territoire et donc de la prise en compte de ce que sont les inégalités spatiales de développement. Il me semble que l'État doit rester présent, ce qui ne veut pas dire que l'État doit agir à la place des entreprises. Mais il doit fédérer un cadre, il doit structurer un certain nombre de décisions, il n'a pas à être absent. Et là, à nouveau, n'oublions pas le poids de Bruxelles en la matière. Parce que nombre de prises d'opposition, bien souvent, sont contredites par tel ou tel commissaire européen. Et il me semble que ça passe aussi par Bruxelles. Oui, c'est pour ça. Bien sûr, on voit bien dans le dossier Alstom, mais il a fallu tordre le cou pour savoir c'est les TGV. Parce que là, oui, mais voyez quand même sur Alstom, il y a quand même une chose intéressante. Si vous voulez, une politique industrielle, on doit aller vers une économie de l'innovation. Et donc, il faut une politique industrielle. On a besoin pour ça de la concurrence. Mais donc, on peut aider des secteurs. Mais il faut aider le secteur et tout le monde dans le secteur, d'une manière qui préserve la concurrence et l'innovation. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Alstom, dans le domaine des locomotives de fret ou de la grande vitesse, a pris des retards. Ils n'ont pas assez innové. Voilà. Au lieu de dire on va pousser à l'innovation, là simplement on dit c'est qu'on va vous faire des commandes et publiques là parce que c'est visible, c'est là que les caméras sont. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique industrielle. La politique industrielle, c'est pas de dire j'aide quelques grands champions et après ils se débrouillent avec leur filière. C'est de dire j'aide tout le monde et je j'aide dans la mesure où ça pousse à l'innovation. C'est ce qu'a fait Obama et General Motors. Obama, quand il a aidé General Motors, il a dit je vais aider à la restructuration pour l'innovation dans General Motors. Il n'a pas dit j'aide General Motors comme ils sont à rester ce qu'ils sont. Ça c'est pas de la bonne politique industrielle. Et il faut repenser la politique industrielle. Et les chantiers navals, est-ce que la France doit devenir peut-être momentanément un actionnaire de référence pour permettre... Qu'est-ce que ça changerait que ça soit chinois de substituer un Chinois à un Coréen? J'ai beaucoup de peine à voir ce qu'est la logique dans ce type de controverse. Transfert de technologie, c'est surtout le cas, c'est la réponse. Oui, mais les Coréens aussi, hein. Oui, mais il y aurait la crainte, si vous voulez, c'est qu'il y ait des transferts technologiques après les Chinois qu'ils ferment en France et que la technologie soit transférée. Oui, bien sûr. Donc là, je pense que si vous voulez, l'État est quand même actionnaire à un tiers, je crois, de la branche France. Oui. Et donc ils ont un pouvoir de marchandage avec les Chinois. Et à mon avis, ils peuvent négocier justement pour préserver. Mais à mon avis, à nouveau, cette négociation doit avoir l'innovation au centre. C'est-à-dire, c'est pas une innovation pour préserver ce qui est comme c'est, mais c'est aussi d'avoir qu'un plan d'innovation. André Cartapanis, pour vous, visiblement vous n'êtes pas complètement d'accord. Un Chinois, un Coréen, c'est la même chose? Moi, j'ai le sentiment que c'est la mondialisation, il faut à un moment qu'on soit logique avec soi-même. D'autant que la technologie, elle est quand même difficile à maîtriser à l'intérieur des frontières nationales. Donc, l'important, c'est qu'il y ait des forces d'impulsion pouvant être données par l'État, avec des relais qui, évidemment, se retrouvent dans les entreprises. Mais le fait qu'il y ait un actionnariat qui soit principalement chinois ou coréen, pour ma part, je suis assez indifférent. Et dans le dossier Alstom, quelle est votre position? On n'a pas entendu. Parce que pour Alstom, on voit bien qu'il y a, on a compris effectivement le site de Belfort, il y a une perte d'innovation, enfin il n'y a pas eu suffisamment d'innovation, de savoir-faire, mais en même temps du coup Reichshoffen existe à des commandes, il y a des commandes au Brésil, en Inde, aux États-Unis. Il y a une reconversion qui a été entamée. Une des difficultés aussi en la matière, c'est que les retombées sont souvent relativement longues à voir se dessiner. Or l'État, les politiques sont évidemment tenus à des échéanciers beaucoup plus courts, mais il me semble que la reconversion qui a été impulsée sur ce qu'il y avait donc autour des hauts fourneaux
c'est une bonne direction qui est prise, mais les effets sont très décalés dans le temps. Ouais. Pour justement qu'il y ait plus d'innovation, il y a tout ce débat, on voit bien notamment sur les baisses des charges. Est-ce qu'il faut plutôt qu'ils soient jusqu'au SMIC, comme dans la pacte de responsabilité? Si il faut qu'ils soient au-dessus du SMIC. Il y a deux choses différentes. C'est qu'avec le CICE, on a essayé de faire, de tuer deux oiseaux, de faire le coup du roi, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que d'un côté, on disait, on veut subventionner l'emploi pas qualifié, les charges, donc réduire les charges sur l'emploi pas qualifié pour, donc au niveau du SMIG, parce que le SMIG quelque part monte trop vite par rapport à la productivité, et donc on va être sûr, voilà. Donc là, et puis par ailleurs, il y avait l'aspect d'évaluation fiscale, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on peut pas si on avait le franc, on pourrait dévaluer le franc par rapport aux marques et donner de l'oxygène aux entreprises. Comme on peut pas le faire, on utilise la dévaluation fiscale, c'est-à-dire de fiscaliser un certain nombre de charges. Et quelque part, le CICE a fait les deux. Et ça, mais là, c'est au niveau de 2,5 fois le SMIG, parce que c'est des entreprises qui sont en concurrence étrangère. Et donc ça, c'est des entreprises en général qui payent au-dessus du SMIG. Et on a essayé de tenir les deux bouts avec le CICE. C'est pour ça que c'est un peu bancal, le CICE, si vous voulez. Il aurait fallu être plus franc sur la dévaluation fiscale. Mais justement, il faut favoriser quoi, en dessous du SMIC, ou au contraire il y a deux instruments. Il y a peut-être à continuer à faire un peu au niveau du SMIG pour disons à court terme pour aider l'emploi, mais il y a une dévaluation fiscale à continuer, et à mon avis en augmentant la TVA. Je pense qu'on a encore un peu de marge sur la TVA de ce point de vue-là. André Cartapanis. Et en même temps, on a des entreprises françaises installées en France, même si elles sont souvent de dimension européenne, qui ne souffrent pas de ce type de handicap. Je veux dire, les chantiers navals, on en a parlé en matière donc de construction de bateaux de croisière, Airbus typiquement, qui a beaucoup de localisations également en France. Donc ce qui est frappant, c'est qu'il y a certains secteurs qui souffrent considérablement, d'autres qui au contraire ne sont pas touchés. Or, dès qu'on met en œuvre un processus de type d'évaluation fiscale, en jouant sur la TVA, puis sur le taux de change, on ne peut plus aujourd'hui, en réalité c'est global comme effet. Et il faudrait avoir beaucoup plus d'éléments de différenciation de ce que sont les impulsions de données en matière. Ça pourrait être ça, une politique de l'État stratège, non? Mais souvent la Constitution s'y oppose. On ne peut pas différencier ce que sont les aides, côté européen aussi. Une dévaluation a cet effet-là. Mais la dévaluation, vous direz que c'est a des effets temporaires. La dévaluation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne un peu d'oxygène aux entreprises pour investir en recherche-développement. Et donc on transforme une compétitivité coût qui est créée par la dévaluation en une compétitivité hors coût, qui est une compétitivité par la qualité à moyen terme. Et c'est ça l'idée de la dévaluation fiscale. Elle a été faite incomplètement. Le mot de la fin, André Et dès lors que la demande est là. Voilà. Or, on a quand même pas mal d'inquiétudes quand on voit aujourd'hui l'évolution du commerce international, quand on voit les prévisions en matière de croissance parmi les pays développés. Et clairement, même si les marges d'autofinancement sont augmentées, encore faudra-t-il qu'il y ait une demande solvable à satisfaire. Merci beaucoup, messieurs. On aurait pu continuer. Vous voyez, ça passe vite. Merci d'avoir été avec nous. Philippe Aghion, André Cartapanis. C'était donc le rendez-vous du Cercle des économistes. Voilà, c'est la fin de l'heure H. On se retrouve demain en direct à midi 13h. Le grand oral de l'économie sera passé avec les membres du Cercle des économistes. Il sera passé par Jean-François Copé. À demain.